Je donne la parole à Lionel Boyau de l'équipe du Clean Hydrogen Partnership pour nous présenter le fameux appel 2024 de ce programme. Merci beaucoup. Merci beaucoup. D'ailleurs, je remercie le ministère, Madame Rondeau, le réseau des points de contact nationaux, Zoé Beul-Rodin. Cela fait à peu près 10 ans que je participe à ces infodays nationaux. C'est un événement que j'apprécie énormément. En plus, il y a eu de très bonnes surprises suite à l'appel à projet 2023. Comme l'a dit Madame Rondeau, un taux de succès qui... Vous êtes les premiers, en fait, en France. Et puis, il y a eu la bonne surprise, les 2 vallées de l'hydrogène ont été remportées par la France. Petite vallée hydrogène, Pays de la Loire, grande vallée de l'hydrogène, Auvergne-Rhône-Alpes. Ce que je vais vous présenter là, en fait, c'est un extrait. J'ai envie de vous donner envie appliqué au Clean Hydrogen Partnership, à l'appel à projet 2024. Et cet extrait ne remplace pas les présentations que l'on a fait à Bruxelles le 26 janvier. Elles sont disponibles en ligne, à la fois le texte, les slides et les vidéos. Pour ma part, je suis donc coordinateur de cet appel à projet et aussi gestionnaire de projet dans les applications de transport. Voitures, bus, un petit peu les camions et les aspects maritimes, ports et bateaux. Je vais intervenir en 2 phases. La première, c'est présenter les topics. Je suis désolé, de nombreuses fois, je vais utiliser des mots anglais. Et la première présentation sur ces topics sera en anglais. Et par la suite, comment préparer, construire une proposition et éviter certaines erreurs que l'on a l'habitude de rencontrer. Donc, le partenariat ou le joint undertaking, en fait, c'est un partenariat public-privé. Il y a en public l'Union européenne représentée par la Commission au milieu, et puis un groupement d'industriels et un groupement d'acteurs de la recherche. De 2021 à 2027, il y a un financement disponible de 1,2 milliard d'euros. Donc tous les ans, on va saucissonner, faire des appels à projets, et je vais vous expliquer celui de 2024. Nous existons en fait depuis 2010. Donc si on regarde 13 ans, 14 ans d'existence du projet, nous avons aidé à peu près plus de 350 projets et distribué 1,6 milliard d'euros de financement. Où va cet argent? Principalement dans les applications de transport ou dans l'utilisation de l'hydrogène pour la puissance propre, les applications stationnaires. Donc c'est les couleurs bleues que vous voyez à gauche. Et puis, ce que l'on voit de plus en plus, depuis le Clean Hydrogen Joint Undertaking, le focus va être sur la production de l'hydrogène, son stockage, sa distribution et son utilisation via les vallées de l'hydrogène. En photo, voilà, qu'est-ce que c'est? Vous avez certains camions poubelles, voitures, les taxis parisiens. Il n'y a pas de bus, mais sachez que les bus déployés à Pau, à Auxerre, à Toulouse sont en partie financés par le Clean Hydrogen JU. Il y a à peu près une vingtaine de stations de ravitaillement en hydrogène en France financées par le Clean Hydrogen JU. Et de 2021 à 2027, nous avons défini un agenda stratégique d'innovation et de recherche qui couvre la totalité de la chaîne de valeur, depuis la production de l'hydrogène, son stockage et sa distribution, son utilisation soit dans les transports, soit dans les applications stationnaires, et tout ce que l'on appelle cross-cutting. Donc ça va être la formation, la standardisation, les vallées de l'hydrogène, par exemple. Et je vais suivre cette trame pour vous expliquer les topics de l'appel à projet. Donc le call, ou l'appel à projet, est ouvert depuis le 17 janvier. Il va se clore 3 mois après, le 17 avril. Il y a 20 topics. Focus, production d'hydrogène, stockage et distribution, chacun avec 5 topics. Ensuite, transport, 4 topics. Application stationnaire, 2 sujets. Cross-cutting, 2 sujets. Et puis vallée de l'hydrogène, 2 sujets. Comme je vais utiliser un acronyme qui est très important, autant le définir maintenant. RIA, c'est les actions de recherche et d'innovation. C'est quoi? Ce sont des projets qui sont plus dans le développement d'une nouvelle technique, d'un nouveau produit, de principes physiques. C'est vraiment la science de base et appliquée jusqu'à l'échelle du laboratoire, si vous voulez, ou un environnement simulé.
Ce type d'action, on en a 11 dans l'appel à projet de 2024, a un financement de 100%, quel que soit le partenaire. Donc si c'est une collaboration avec un industriel plus un centre de recherche public, l'industriel et le centre de recherche public ont 100% de financement. On va plus proche de la commercialisation, plus proche du marché. Là, ce sont les actions d'innovation, Innovation Action. Et également, elles visent à la création de nouveaux produits, nouvelles technologies, mais on va aller jusqu'au stade du prototype, du large scale, de l'intégration à grande échelle, peut-être même dans les aspects de réplication, de validation, de ce genre de choses. Là, le taux de financement, il est de 70%, 70% pour les acteurs privés, donc l'industriel de mon exemple tout à l'heure, et pour les acteurs publics, ça sera toujours de 100%, donc le centre de recherche universitaire de mon exemple précédent. Il y a 8 sujets qui sont Innovation Action. Et puis il y en a un, c'est Coordination and Support Action. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout le reste, tout ce qui n'est pas de recherche et d'innovation. Et je reviendrai à ce sujet tout à l'heure. Et là, le taux de financement, c'est 100%, quel que soit le type d'entité qui participe au projet. Une autre chose, ce sont les degrés ou les niveaux de maturité technologique, les TRL. Sur chaque topic, il y a un TRL de début et un TRL de fin. La proposition doit rentrer dans ce cadre-là, sinon elle est considérée comme inéligible. Ce que je vous ai mis ici, c'est le span, la gamme. Il n'y a pas d'action RIA qui va de TRL2 à TRL6, mais sur la totalité des 11 RIA, ça va de 2 à 6. Voilà comment se présente l'appel à projet. Il y a une structure à avoir en tête qui est la suivante. Chaque topic a 3 blocs. Premier bloc, c'est les conditions spécifiques. Là, vous allez voir le financement. Est-ce que c'est un financement indicatif, un budget indicatif, ou alors c'est un maximum? Si c'est un maximum, c'est une condition d'éligibilité. Si on dit c'est max 10 millions d'euros, ne demandez pas 10 millions et 1 euro. On a eu le cas l'année passée, c'est vraiment dommage. On n'ouvre même pas la proposition, elle n'est pas évaluée, elle est mise de côté. Vous allez voir aussi des exigences sur la construction ou la configuration du consortium. S'il est nécessaire d'avoir un membre, soit de l'association industrielle ou de l'association de la recherche, Hydrogène Europe ou Hydrogène Europe Recherche. Ça sera marqué. Ensuite, deuxième bloc, ce sont les résultats attendus. Tout ce qui va être les cibles techniques, les objectifs de réduction de coûts, contribution aux politiques environnementales, industrielles, ça sera indiqué là-dedans. Et puis le troisième bloc, c'est le scope, le cadre. Dans ce cadre, vous allez avoir toutes les exigences. Voilà, si c'est un système de stockage d'hydrogène de X taille, 200 kg d'hydrogène, je ne sais pas, tout va être indiqué là-dedans. Et c'est très important de suivre ce scope, puisqu'une proposition qui n'est pas dans le cadre est considérée, elle aussi, comme inéligible. Alors, ça sonne peut-être triste, hein, ces histoires d'inéligibilité, mais c'est une réalité. L'année passée, on a reçu 132 propositions. Il y en a 10 qui étaient soit inéligibles, soit inadmissibles. Parfois pour rater des règles basiques, je veux dire. C'est vraiment dommage. Donc, si, en sortant d'aujourd'hui, plus tard, je vous expliquerai l'éligibilité et l'admissibilité des propositions. Si vous soumettez une proposition, veillez vraiment à ce que ces points de base soient tickés, matchés. On part pour le premier tour, qui va être sur la production de l'hydrogène. Vous voyez, on fait 2 technologies, l'électrolyse et les autres routes. Cette année, il n'y a que de l'électrolyse. Nous avons 5 sujets, 25 millions d'euros de financement. Les 4 premiers, donc, c'est les actions RIA, recherche, base et appliquée. Et puis le dernier, ça sera une action d'innovation. J'ai pris le pari de vous expliciter uniquement, dans le slide prochain, les actions d'innovation. Le premier sujet, tout au-dessus, le 1.1, on va dire. Donc, ce sont des cellules et des stacks qui sont en proton conducting et qui fonctionnent à une température intermédiaire. On est en dessous de 600 degrés. Pourquoi? Pour réduire l'utilisation des matériaux critiques. Le sujet 1.2 vise quant à lui les membranes et l'utilisation de ces membranes dans les électrolyseurs pour une production d'hydrogène à faible coût
et à forte puissance. En fait, l'idée, c'est d'augmenter la capacité et la pression de fonctionnement grâce à ces membranes. Le troisième sujet, il est évident, c'est faire de l'électrolyse avec de l'eau de mer. Le quatrième, il s'agit là d'aspects de monitoring, donc de suivi et de diagnostic pour le fonctionnement des électrolyseurs, afin qu'ils fonctionnent de manière optimale pendant plus de temps. On parle là d'électrolyseurs industriels, donc d'une taille supérieure à 100 kW, et ce système doit être open access et toucher au moins 2 types d'électrolyseurs parmi les électrolyseurs PEM, AEL, AEML ou solid oxide. Le dernier sujet, 10 millions d'euros de financement. Quant à lui, il s'agit de la production d'hydrogène et son intégration dans le secteur industriel, soit de la chimie spécialisée ou dans un autre système industriel demandant beaucoup d'énergie, avec une vision circulaire. C'est-à-dire que dans ce site industriel, il faut une production qui soit au moins de 100 kg d'hydrogène par jour et un fonctionnement pendant au moins 5000 heures. Il faut, le deuxième point, en fait, le secteur ne doit pas avoir déjà été couvert par des projets existants de Clean Hydrogen Joint Undertaking. Donc là, vous devriez avoir un regard sur les projets déjà financés par le Clean Hydrogen JU. On se déplace le long de la chaîne, on arrive au stockage et à la distribution de l'hydrogène. 5 actions, 27 millions d'euros de financement, 2 actions de recherche, 3 actions d'innovation. La première action de recherche, c'est sur la compréhension des micro-organismes et de la contamination microbienne dans les stockages souterrains d'hydrogène. 3 millions d'euros. Le deuxième sujet, 2.2, ce sont les stockages au-delà de la terre, above ground, pour une distribution optimale de l'hydrogène. Et ce que l'on veut surtout, c'est réduire l'empreinte terrestre de ce type de stockage, c'est-à-dire 40 kg d'hydrogène par mètre cube. C'est ça l'objectif qui est visé, et réaliser un test à une échelle de 100 kg d'hydrogène, et puis avoir un CAPEX, donc le coût de capital, inférieur ou égal à 600 € par kilogramme d'hydrogène stocké. C'est 4 millions d'euros. Le sujet 2.3, c'est uniquement de la purification, de la séparation de l'hydrogène dans les applications industrielles. Et d'ailleurs, il doit être là. Il y a un flux qui est minimum, qui est indiqué, minimum 100 kg d'hydrogène par jour, afin de rendre ces systèmes de purification et de séparation plus efficaces, plus flexibles et améliorer les coûts de ces techniques. On doit avoir un coût inférieur à 1 € par kilogramme d'hydrogène. Le sujet 2.4, il y a toujours dans les stations de ravitaillement en hydrogène, le problème, c'est la compression. Généralement, ça tombe très souvent en panne, ça consomme beaucoup d'énergie, et puis ça bloque la station. Donc comment comprimer l'hydrogène d'une meilleure façon? Nous demandons d'avoir des propositions de projet pour ces systèmes de compression. Pas de compression par piston, pas de compression mécanique. Il faut que ça soit d'une autre manière. Il faut que la flexibilité, donc la pression en sortie, soit gérable. Enfin, il y a un range entre 1 bar à 200 bars. Le sujet 2.5, ce sont les stations de ravitaillement multimodales, c'est-à-dire pas uniquement voiture ou pas uniquement routier. À chaque fois, c'est routier lié avec quelque chose d'autre, soit un bateau, soit un avion. Des stations de grande taille, on parle là 1 tonne, 3 tonnes d'hydrogène par jour.
et qui intègre des équipements de nouvelle génération. Il y a un aspect de nouveauté là-dedans. Il existe déjà des grosses stations, même à Paris, 1 tonne jour. Je crois que c'est Porte de Saint-Cloud. Fos-sur-Mer aussi, c'est une grosse station là-bas. En Chine également, je crois qu'on va jusqu'à 2-3 tonnes, quelque chose comme ça. Mais elles ne sont pas multimodales. Et là, c'est l'aspect que l'on souhaite avoir dans ce projet. Je vais dans les applications de transport et vous allez voir que je suis un peu plus à l'aise sur les applications de transport. 4 sujets et 19 millions d'euros. Les 3 premiers sujets, c'est les actions de recherche, toujours. Le premier, c'est sur les balance of plant, l'architecture au sein des systèmes de piles à combustible PEM, qui soient efficaces et à grande durée de vie. C'est améliorer la performance et la longévité de ces systèmes. Et l'idée, c'est de réutiliser un précédent projet, STASH, dans lequel on a défini les dimensions du stack. Il y a 3 types de dimensions, petit, moyen et grand. Et c'est pourquoi c'est idéalement de standardiser ce genre de choses. Comme un système de piles, on a les AA, les AAA, ça c'est défini, et puis chaque objet qui utilise ces piles, on peut prendre n'importe quel type de pile, ça rentre dans l'objet. Là, c'est un peu l'objectif de STASH, et puis cette proposition, c'est améliorer dans STASH les Balance of Plant Components. Le sujet 3.2, c'est l'augmentation, le scale-up de ces Balance of Plant Components pour des systèmes de PEM, de piles à combustible PEM, de grande taille. On est supérieur à 250 kW. Il y a des KPI qui sont définis, des indicateurs de performance, qui varient selon les applications de l'utilisation de ce type de piles. Soit c'est pour l'aérien, soit c'est pour le maritime, soit c'est pour le routier. Il y a 4 millions d'euros pour le sujet 3.2. Et vous voyez, à chaque fois, on parle entre le 3.1 et le 3.2 de Balance of Plant Component, on demande à ce qu'il y ait une liaison, une synergie entre ces 2 types de projets. Alors, ce sera la grande difficulté lorsque vous êtes porteur d'un projet sans savoir qui sera le gagnant. Je ne sais pas, vous portez le projet dans le 3.2, vous ne savez pas qui sera le gagnant en 3.1. Mais voilà, ce sera le cas de tout le monde, mais intégrez déjà dans votre proposition qu'avec le vainqueur de l'autre topic, vous allez collaborer, vous allez, sur telle et telle chose, avoir des actions communes. Le sujet 3.3, il s'agit là d'un stockage d'hydrogène ou de produits dérivés de l'hydrogène, donc soit c'est l'hydrogène gazeux, liquide, de l'ammoniac, ou des LOHC, Liquid Organic Hydrogen Carrier, pour les applications maritimes. Donc l'idée, c'est de définir un réservoir d'au moins 30 kg. Que dis-je ? Un réservoir qui permette une alimentation d'une pile qui consomme au moins 30 kg d'hydrogène par heure. Et ça exclut le tank swapping, c'est-à-dire un réservoir qui change, qui est dans un conteneur sur un bateau, et puis on le change une fois qu'il est vide. Non, ça c'est exclu. Il faut que ce réservoir soit sous le pont du bateau, intégré dans le bateau. Et le dernier sujet, c'est une action d'innovation. On reste dans le maritime, démonstration d'un bateau et de son infrastructure. Il y a au moins un port doit être intégré avec une infrastructure de rechargement en hydrogène. N'importe quel type de bateau, on a défini plutôt une durée de fonctionnement, si vous voulez. Une fois que le réservoir est plein, le bateau doit pouvoir fonctionner pendant 48 heures et on demande une phase de test, de démonstration pendant 1000 heures minimum. Il y a déjà de nombreux projets dans le secteur maritime qui sont financés, voir comment la proposition de projet s'intégrera avec ces projets déjà existants. Application stationnaire. 2 sujets, 9 millions d'euros, une action d'innovation que je détaillerai après, et puis une action de recherche. L'action de recherche 4.2, c'est sur la compréhension de la flamme de combustion dans des turbines qui fonctionnent à l'hydrogène, soit pur, soit mélangé avec un autre carburant, et à forte pression. On est à 10 bars. Et l'idée, c'est d'optimiser la stabilisation de cette flamme pour éviter la production de NOx. Voilà.
Le sujet 4.1, l'action d'innovation, qui avait 5 millions d'euros, son objectif, c'est de prévoir des piles à combustible portable pour fournir de l'électricité en mode backup, suite à un désastre naturel ou pour des installations critiques. Donc là, qu'est-ce qu'on dit portable? C'est pas comme un téléphone non plus, hein. C'est supérieur à 50 kW et on demande là minimum 2000 heures de fonctionnement. Je vais dans les actions horizontales et il y a 4 icônes. Cette année, pour l'appel à projet, il y a uniquement des sujets de cross-cutting et des vallées de l'hydrogène. Je débute par cross-cutting. 2 sujets, 4,5 millions d'euros. Et puis là, c'est le nouveau type, le fameux CSA, Coordination and Support Action. C'est tout sauf de la recherche. Et je vais vous montrer un peu ce qu'on demande. Le sujet 5.1, on demande un guide de bonnes pratiques pour la conception de systèmes hydrogène ou des packs qui soient sans danger et durables. Donc, comment on arrive à ces histoires de eco-design, sustainability, safety, life cycle assessment, voilà. Et puis pour le sujet 5.2, c'est le développement de composants pour les piles et les électrolyseurs qui ne sont pas fluorinés. Excusez-moi, je ne sais pas traduire ceci. Je vais maintenant dans les vallées de l'hydrogène et je vais rester un petit peu plus longtemps. 2 sujets, 29 millions d'euros. Vallée d'hydrogène, grande taille, 20 millions d'euros de financement. Petite taille, 9 millions. Et pour ces sujets et pour 6 autres, 8 au total, le financement demandé est un critère d'éligibilité. Donc c'est 20 millions, ce n'est pas 20 millions et 1 centime. Je le répète, mais on a eu le cas l'année passée. Et ils ont de la chance parce qu'ils pourront resoumettre en 2024. Mais ce n'est pas le cas de tous les topics où on a cette récurrence. Donc, les grandes vallées de l'hydrogène, 2 sujets. Non, que dis-je? Vallées d'hydrogène, 2 sujets. Les grandes, on demande une production d'au moins 4000 tonnes d'hydrogène par an. C'est une nouvelle capacité de production d'hydrogène. Et l'utilisation de cet hydrogène dans au moins 2 applications, soit transport plus industrie, soit industrie plus secteur résidentiel, soit secteur résidentiel plus transport. Et une phase de démonstration d'au moins 2 ans. Tout ce qui est les coûts liés à la production de l'électricité renouvelable, donc les éoliennes, les panneaux solaires, ce que vous voulez, ça c'est exclu du financement. On vous demandera de nous expliquer d'où vient l'électricité, mais les 20 millions d'euros ne pourront pas être alloués aux panneaux, aux éoliennes, à ce genre de choses. Et puis pour les petites vallées de l'hydrogène, même condition, seulement la taille diminue. Là, on ne demande plus qu'au moins 500 tonnes d'hydrogène par an. Et puis au moins un secteur ou application dans la mobilité, l'industrie et l'énergie. Donc ça peut être uniquement le transport, et puis on met des voitures et on met des bus. On a tiqué l'exigence. Un peu plus sur les vallées de l'hydrogène, il y a des éléments applicables sur la totalité des sujets, des 20 topics de l'appel à projet 2024, mais qui sont vraiment pertinents dans le cadre des vallées de l'hydrogène. Il y a celui du plan d'implémentation, comment les choses vont se dérouler. Un projet, ça va durer 4 ans. À quel moment on va passer les ordres d'achat des équipements? À quel moment il y aura un Factory Acceptance Test, un Site Acceptance Test? À quel moment on va débuter la production de cet hydrogène? Vraiment indiquer très clairement dans le calendrier quelles sont ces étapes, ces jalons dans la durée de vie du projet. Le plan de financement, on a bien conscience qu'avec 20 millions pour produire au moins 5000 tonnes d'hydrogène, ce n'est pas suffisant. Donc il faudra aller chercher de l'argent ailleurs. Peut-être que ça vient avec des ressources propres, peut-être que ça vient avec un financement national, régional, même européen. Il faut expliquer dans la proposition ces différentes sources de financement, qu'elles existent, ou alors que vous les prévoyez. Je prévois répondre à l'appel à projet de CEF, Connecting Europe Facility, par exemple. Mais mettez-le, il faut que ça soit clair pour les évaluateurs.
On demande à ce qu'il y ait aussi des lettres de support, c'est-à-dire si vous avez une région, si vous avez un autre type d'autorité, des partenaires, des off-takers de cet hydrogène, doivent le mentionner sur une lettre. S'ils ne font pas partie du consortium du projet, mais plus tard ils vont consommer votre hydrogène, on vous demande de nous le certifier, si vous voulez, à l'aide d'une lettre. Et si peut-être le slide juste avant, le dernier point, on est toujours dans la compétitivité européenne. Donc l'idée, c'est pas d'acheter des électrolyseurs ou des bus qui viendraient de Chine, par exemple. Voilà. Toujours sur les vallées de l'hydrogène, c'est un sujet très intéressant que l'on suit depuis déjà 4 ans. De 2020 à 2021, on a fait de l'assistance au développement de projets, PDA, et il y a 11 régions, si vous voulez, 11 vallées, parce que ce n'est pas des régions d'hydrogène, des vallées de l'hydrogène, qui ont bénéficié de ce support-là. On a répété l'opération 2023-2024, 15 autres géographies ont bénéficié de ce support. Et bonne nouvelle, à partir de 2024, on va continuer, mais ça va plus s'appeler Project Development Assistance, ça sera une facility, c'est plus grand. C'est-à-dire qu'on fera de l'assistance à projet, mais il y aura également une plateforme des vallées de l'hydrogène. On va maintenir Mission Innovation, voilà, ce genre de choses. C'est comme un club, une communauté. Et bien, comment maintenir ce club, cette communauté ça sera fait via cette facility. Ce n'est pas de l'argent qui est disponible pour des porteurs de projets, plutôt pour des consultants, pour voilà, c'est maintenir un club, on va dire. En résumé sur le financement, 20 millions Grande Vallée, 9 millions Petite Vallée, ce n'est pas suffisant. Donc vous allez devoir chercher de l'argent ailleurs. Dans le plan de financement, vous devez expliciter quels sont ces financements, quand ils viendront, quelle est la taille de ce financement, à quoi ils vont servir, et présenter la globalité de cette vallée de l'hydrogène. Pas juste ce pourquoi vous demandez 20 millions ou 9 millions au Clean Hydrogen JU. Il faut que ça ait du sens pour un expert lorsqu'il lit la proposition. On a développé cette année un document avec les questions fréquentes, puisque c'est déjà le 3e appel à projet qui inclut les vallées de l'hydrogène. Donc on a des questions récurrentes qui viennent. Qu'est-ce que vous voulez dire par New Capacity of Hydrogen Production? Ça, il y a déjà une réponse qui est donnée. Et puis là, c'est un exemple pour les synergies et les combinaisons de financement entre l'Europe, la région, le département, enfin ce que vous voulez. Et voilà, présenter à chaque fois le plan de financement complet. Je disais, ce n'est pas la première année que l'on a ce topic. On l'a eu en 2019, c'était le premier test. On a reçu 6 propositions, 2020, 10 propositions, 2022, 19 propositions et 2023, 26. Qu'est-ce qui s'est passé en 2022 ? De nombreuses propositions sont passées sous les seuils minimums de qualité. Elles ont été retenues et financées. 2023, l'inverse. Uniquement 20% des propositions soumises et éligibles ont été au-delà des seuils de qualité. Donc vous pouvez déjà vous dire, si c'est une vallée de l'hydrogène qui vous intéresse en 2024, qu'il y en a 23, parce que sur les 26, il y en a 3 qui ont été retenus pour financement, qui vont resoumettre. Et en plus, elles ont l'avantage d'avoir eu le feedback des évaluateurs. Donc elles savent un peu où améliorer leurs propositions. Et ce qu'on a remarqué, c'est que l'impact, la proposition, elle est évaluée sur 3 critères: l'excellence, les impacts et puis la mise en œuvre, implementation. Celui du milieu, les impacts, c'était vraiment bien ou très bien sur les propositions. Mais là où elles pêchaient, là où elles avaient du mal, c'était sur l'excellence et sur la mise en œuvre. Voilà, les aspects horizontaux, je ne m'attarde pas trop là-dessus. Où trouver l'appel à projet, je le réexpliquerai un petit peu plus tard. Il y a de nombreux how-to, des guides pour faire une proposition, comment trouver des partenaires. J'y reviendrai par la suite. Ça, c'est pour les topics. J'enchaîne avec la suivante.
Avant ça, on peut peut-être voir s'il y a 1, 2, 3 questions dans la salle, avant de passer sur les aspects plus pratiques des tips pour le montage d'une bonne proposition. Est-ce que ça te convient, Lionel, de répondre à quelques questions? Eh bien, allons-y. Bonjour, merci pour cette présentation. Francis Claret du Bergem. Dans le call, il est mentionné l'hydrogène natif, mais ça dit que ça va sortir. Est-ce qu'on a une idée de quand ça va sortir? Alors, c'est marqué, ça sera une étude. J'ai présenté que les topics, mais c'est vrai, il y aura une étude. Je ne me souviens plus la date, c'est premier trimestre ou deuxième trimestre de 2024. Mais effectivement, l'idée, c'est de voir où cet hydrogène natif est disponible en Europe. Et je comprends qu'il y a un intérêt du BRGM à postuler là-dessus. D'autres questions? Bonjour. Dans la partie 1, la production, donc vous avez mentionné que c'était ciblé uniquement sur l'électrolyse de l'eau. Et du coup, pour tout ce qui est stockage et distribution, c'est aussi de l'hydrogène produit par électrolyse ou Non, pas nécessairement. D'accord. Pas nécessairement. Non. Voilà, la thématique, c'est comment stocker l'hydrogène. Pas ce qu'il y a avant et pas comment il sera utilisé après non plus. Ok. Et autre question, il y a un appel à projet sur les piles à combustible qui n'utilisent pas de composés fluorés. Mais du coup, ça veut dire que dans les autres projets où on doit améliorer les piles à combustible, est-ce qu'il faut aussi qu'elles soient non fluorées ou pas forcément? Non. Voilà, c'est uniquement dans ce sujet-là, je ne me souviens plus lequel, le 5.2 ou quelque chose comme ça. Je ne me rappelle plus du numéro. Voilà, plus, mais... où on veut développer ce genre de technologie non fluorée. Pour le reste, c'est fluoré, ok, ça marche. Merci. Ah oui, pardon, donc Cécile Coustal, Société CT Ingénierie. Bonjour, Adeline Mordré, Société Flodim. On est spécialisé dans les technologies qui visent à dimensionner les cavités souterraines. Concernant le topic qui vise la partie stockage, je voulais savoir si la conception d'équipements qui visent à dimensionner des cavités souterraines pour le stockage massif d'hydrogène était éligible ou pas. Parce que sur la partie storage, j'ai pas, il me manque des points de détail par rapport à ça. Ok. Alors, une des choses à faire, c'est d'envoyer la question exacte là. Okay. Parce qu'aujourd'hui, sur l'équipement du topic, je serais incapable de vous répondre sans relire la totalité du document. D'accord. Voilà. Très bien, je vous remercie. Et après, on s'arrêtera là pour les questions. Bonjour, Bertrand Noiret, l'Institut de la corrosion. J'ai une question un peu similaire, très, très précise, sur, dans la partie production, le 0103 sur l'électrolyse directe de l'eau de mer. J'imagine que l'idée n'est pas de désaliniser l'eau de mer avant l'électrolyse, puisque c'est une électrolyse directe, mais est-ce qu'il est autorisé de faire un certain filtrage de l'eau de mer avant l'électrolyse? J'aimerais pas vous dire n'importe quoi. Voilà, project. Très bien. Mais est-ce que vous avez déjà lu le topic et c'est encore une question qui reste en suspens ou vous n'avez pas pris connaissance du topic et... Non, je l'ai lu, on a essayé de poser la question la semaine dernière. Ok. Et je vous invite vraiment, lorsque vous avez déjà fait le travail en amont, de lire le détail des topics. S'il y a des questions, envoyez-les là, parce que ce genre de questions, à mon avis, vous n'êtes pas le seul à l'avoir. Et donc, ce que l'on va faire, c'est l'intégrer dans le document Frequently Asked Questions, et comme ça, tout le monde a la même info. Oui, bonjour, je profite que le micro soit dans les parages. Céline Pagnard, Compagnie nationale du Rhône. Vous avez insisté sur le cumul des aides. Donc nous, on fait partie d'un projet financé là, par le Large Scale Hydrogen Valley là, 2023. Vous dites bien que sur ces 20 millions d'euros, on ne peut pas tout financer et qu'on a besoin de chercher des financements complémentaires. Et on se retrouve confronté finalement à d'autres systèmes de financement qui n'acceptent pas forcément le cumul d'aides. Donc voilà, moi c'est un peu ma question quand dans les hydrogènes vallées, on vient financer
5% de nos CAPEX, comment on peut s'assurer derrière que les autres financeurs vont nous accompagner. Je pense notamment à la Banque européenne de l'hydrogène qui n'était pas sortie quand on a intégré les vallées de l'hydrogène. Ok, la banque de l'hydrogène, vraiment pas mon domaine, donc je ne vais pas aller là-dedans. On en parlera après de toute façon. Ok, le sujet abordé, la complémentarité, Alors, synergie de pas financement la complémentarité dans l'absolu, non, mais il y aura une présentation de la Banque européenne de l'hydrogène un peu plus tard dans la matinée. Ok. Ce qu'il se fait, je prends un exemple concret. Projet JIVE, de Clean Hydrogen JU, c'est les bus de Toulouse, Auxerre, Pau. Donc on finance le bus Clean Hydrogen JU. Il y a un autre programme européen qui s'appelle CEF, Connecting Europe Facility, et eux couvrent l'infrastructure, les stations de ravitaillement. Ça, c'est une façon de trouver du financement. Une autre façon aussi, c'est de dire l'étape 1 de ma vallée de l'hydrogène, petite vallée, ça sera le Clean Hydrogen JU, et puis l'étape 2, l'expansion, plus grande station de ravitaillement, plus de bus, plus de je ne sais pas quoi, ça sera par Innovation Fund. Par exemple. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, un financement à hauteur de 100% en cumulant 5% ici, 5% ici, 5% ici, on n'y arrivera pas. À chaque fois, c'est du cofinancement. Voilà. Et il est vrai que certains financements ne peuvent pas être combinés. D'autres peuvent l'être. Surtout dans les pays de l'Est, où là, c'est beaucoup plus simple. Il y a du fonds de cohésion, développement régionaux, voilà, qui sont beaucoup plus favorables qu'en France. Merci beaucoup.